Bonsoir à vous tous, vous êtes sur Sahel TV. D'abord, toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Tout de suite, les titres de cette édition. Avis de recherche contre le condamné à mort, Cheikh Ould Saleh, qui est en fuite. La plage des pêcheurs, l'autre poumon de Nouakchott. Et puis dans notre rubrique rétrospective, pourquoi la délocalisation des festivités de l'indépendance à Nouadhibou? Bienvenue à vous tous. Les autorités ont finalement décidé de lancer un avis de recherche en vue de la capture de Cheikh Ould Saleh, le salafiste condamné à mort qui a fui la prison centrale de Nouakchott le 31 décembre 2015. L'avis diffusé sur la majeure partie des médias décrit l'individu comme un homme dangereux et rappelle les faits pour lesquels il a été condamné à mort, à savoir la participation dans le projet d'attentat contre la capitale Nouakchott par voiture piégée. C'était en février 2011 quand Al-Qaïda au Maghreb islamique a envoyé 3 voitures dont 2 transportaient chacune 1,5 tonne d'explosifs. Elles avaient pour mission de faire exploser l'ambassade de France à Nouakchott et le ministère mauritanien de la Défense. Un projet qui aurait pu détruire la moitié de la ville de Nouakchott et entraîner le pays dans un chaos certain. Mais heureusement, les forces de l'ordre ont pu anticiper les recherches et perturber les assaillants. Cheikh Ould Saleh faisait partie de ceux qui avaient été arrêtés après avoir agressé une brigade de gendarmerie dans la région de Erkiz au Trarza. L'enquête ouverte à la suite de la fuite de Ould Saleh de la prison a entraîné l'arrestation de sa sœur et de son épouse, toutes deux soupçonnées d'avoir participé à organiser la fuite. Les gardes qui étaient en faction seraient en train d'être interrogés par la commission d'enquête. La présence de ce dangereux terroriste dans la nature crée une psychose dans la probabilité d'un projet d'attentat en Mauritanie. Surtout que l'homme avait fait allégeance à Daesh il y a peu. Et puis, il y a quelques semaines, les autorités ont procédé à la fermeture des mahadras dépendant de l'Institut Warsh ouvert à l'intérieur du pays. Motif: absence de récépissé d'autorisation pour cette activité. Plusieurs voix, dont celle du parti Tawassoul ainsi que des ONG, se sont élevées pour dénoncer la décision de fermer ces instituts et écoles coraniques. C'est ensuite Cheikh Mohamed El Hassan Ould Dedeo qui a dénoncé la décision et appelé à la résistance face à la démarche. L'association des oulémas et imams a ensuite pris la parole pour mettre en garde contre de tels positionnements et pour expliquer que la décision ne concerne que les écoles et les instituts n'ayant pas de récépissé d'autorisation et que par conséquent, il ne s'agit nullement d'une action gouvernementale contre la religion et les centres religieux. Les côtes mauritaniennes sont réputées faire partie des plus poissonneuses au monde. Les ressources provenant du secteur de la pêche indiquent de maigres progrès. La persistance de certaines insuffisances dans le dispositif expliquant cela, El Ali Abbas a visité la plage des pêcheurs. La plage des pêcheurs, naguère connue pour être le parcours de promenade pour tout Nouakchottois, féru de la mer ou citoyen mauritanien de l'intérieur qui a longtemps entendu parler de cette immensité bleue qu'on appelle océan et qui veut la découvrir personnel originel pour celui plus commercial de marché aux poissons. Pourtant, cette infrastructure, fruit de la coopération entre la Mauritanie et le Japon, continue d'être à la fois un lieu d'affaires, d'excursion et de survie pour plusieurs Mauritaniens qui exercent des petits métiers liés à la pêche. C'est véritablement autour de Babel, toutes les langues du pays, Hassania, Poulard, Wolof, Soniké se mélangent dans un vacarme impressionnant que seuls les habitants du lieu peuvent supporter.
Il faut dire que les Mauritaniens ne sont plus depuis les années 80 les premiers consommateurs de leurs poissons. La découverte des marchés d'Europe et surtout d'Asie les prive de plus en plus des ressources halieutiques du pays, qui au même titre que le fer sont devenus un produit qui alimente le marché en devise forte nécessaire pour l'achat. D'autres produits consommés à grande échelle tels que le riz, le sucre, le blé, le lait et l'huile, de telle sorte que le bon poisson est devenu un mets de luxe. Le prix du poisson connaît ces derniers jours une flambée sans précédent. J'étais pêcheur, maintenant je ne pêche plus. Maintenant j'achète du poisson que je revends. Parfois je gagne 200 ouguias de bénéfice, parfois moins. Le sac nous l'achetons à 3000 ouguias et obtenons un bénéfice considérable. Parfois le sac est pourri. La clientèle des femmes en général portant à bout de bras des récipients ou des sachets se donne des coups de coude entre les étals. Tout le monde souhaite l'agrandissement de ce marché. Je travaille ici depuis les années 90. Comme tous mes amis, on n'a jamais eu de problème. Tout le monde travaille ici. Et chacun gagne sa peine. Il n'y a pas de problème dans ce secteur. Le seul problème que nous rencontrons ici, c'est le manque de structure. La flotte nationale de la pêche artisanale est en croissance continue depuis de nombreuses années. Selon les chiffres du ministère des Pêches, le nombre des pirogues est passé d'environ 4000 en 2007 à plus de 7000 en 2013. En 2010, sur 5910 pirogues immatriculées, le taux d'une activité s'élève à 26% pour l'ensemble du littoral. L'immatriculation du parc piroguier engagé depuis 2006 a enregistré des progrès significatifs malgré la persistance de certaines insuffisances dans le dispositif accompagnant celle-ci. Rappelons que la nouvelle loi Finance 2016 fixe les taxes à 60 000 ouguias au lieu de 10 000 ouguias par an. L'augmentation des taxes ne peut être que mal ressentie. El Ali Abbas, à Nouakchott, le business des supports de charge comme les cartons attire de plus en plus de monde. La vente et l'achat de palettes et cartons nourrit pas mal de gens débrouillards. Seulement, la plupart de ceux qui s'activent dans ce domaine évoluent dans le secteur informel et pour eux, cela vaut mieux que vivre aux dépens des autres. Fatim Youssoufal. Vendre des cartons qui contenaient des objets, du matériel et autres accessoires, tel est le quotidien de ce jeune homme qui se présente tous les jours sur cette place en face du marché central de la capitale. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il est appelé à braver le soleil, quelquefois ardent. Dieu merci, nous vivons de ce commerce. Ces cartons, nous les vendons aux éleveurs surtout et à d'autres personnes qui ont du matériel à emballer. La vente des cartons déjà utilisés gagne de plus en plus du terrain en Mauritanie. Ces cartons vides sont ramassés ou achetés avec les grossistes. Ils sont par la suite revendus aux éleveurs, surtout pour nourrir le bétail en période de soudure. Ces cartons servent également d'emballage, notamment pour assurer les déménagements des familles. Ce travail nous empêche de voler ou de commettre d'autres péchés. Toutefois, il n'y a pas assez de bénéfices, c'est pas rentable. Ce commerce offre des dizaines d'emplois, surtout pour les jeunes qui cherchent à vivre de leur sueur. S'adonner au petit commerce pour assurer ses propres besoins est mieux que de vivre dépendant d'autrui. Et puis, dans la rubrique rétrospective, nous revenons sur le défilé du 28 novembre, comme je vous le disais en titre, à Nouadhibou, une première qui a plusieurs significations. Mohamed Lemine Woulseidi nous lit les messages de cette délocalisation. Pour la première fois de l'histoire de la Mauritanie, la célébration de l'anniversaire de l'indépendance s'est déroulée hors de la capitale Nouakchott. Cette délocalisation d'un instant majeur a été l'occasion d'envoyer plusieurs messages. Le choix de Nouadhibou permet de mettre en valeur la nouvelle zone franche qui prend ainsi un coup de jeunes, notamment les infrastructures réalisées à l'occasion. Routes, éclairage public, réfection de l'aéroport, extension des ports et multiplication de leurs capacités, tout cela participe de la modernisation de la ville et de son équipement pour rattraper le temps perdu
et être encore plus attractive. Le déroulé du défilé militaire a été une véritable démonstration de force. Il a permis à la Mauritanie d'afficher toute sa force nouvelle. On est loin, Dieu merci, de l'époque encore toute proche où l'armée ne pouvait déployer des unités équipées et homogènes. Chaque corps des forces armées et de sécurité possède désormais des unités d'élite destinées à la lutte contre le terrorisme. Gendarmerie, police, garde, groupement de sécurité routière, marine, et même le tout jeune corps des gardes-côtes sont équipés pour faire face aux nouveaux défis, sécuriser le pays et donc remplir leur mission. Rassurer les populations mais aussi les étrangers, surtout les investisseurs, que le pays a recouvert sa souveraineté par le développement de ses capacités et à se défendre. Message aux voisins, y compris les terroristes et autres organisations criminelles bien établies aux frontières de la Mauritanie, que plus rien ne sera comme avant. L'armée a formé plusieurs unités d'intervention rapide capables d'opérer n'importe où sur l'ensemble du territoire national et dans n'importe quelle condition. Elle a aussi établi des bases dans des lieux reculés pour étendre l'autorité sur tout le territoire, y compris les zones désertiques et jusque-là hostiles à tout établissement humain. Les autres corps se sont adaptés aux défis que représentent le terrorisme, le trafic, la migration clandestine, tout ce qui peut alimenter l'activité criminelle de réseaux établis dans la région du Sahel. C'est bien pour cela que les îles Canaries ne subissent pas aujourd'hui la même pression que subit l'Italie, la Grèce, que les opérations terroristes ont considérablement diminué en Mauritanie, que les réseaux de trafic ont été la plupart démantelés. La sécurité pour booster l'économie et le développement, l'objectif est-il atteint? Probablement quand on a vu toute la couverture médiatique à laquelle l'événement a eu droit à l'étranger. Pour les Mauritaniens, ce fut un moment de vérité sur ce qui a été réalisé en matière de sécurité et de défense du pays. Oui, Mohamed Lamine Seydi, merci beaucoup. Actualité internationale en bref avec Ismaël Tania. À Téhéran, la colère ne retombe pas. Au lendemain de l'annonce de l'exécution par Riyad d'un important dignitaire religieux chiite, le cheikh Nimr Bakr al-Nimr, plus d'1 millier de personnes ont de nouveau manifesté dimanche 3 janvier pour protester contre sa mort. Dans la nuit de samedi à dimanche, 2 représentations diplomatiques saoudiennes avaient été attaquées dans la capitale iranienne et dans la ville de Mashhad. Défiant les autorités qui avaient interdit de nouveaux rassemblements, 1 millier de personnes se sont rassemblées ce dimanche en milieu de journée à proximité de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran. Et des drapeaux américains et israéliens ont été brûlés. Au même moment, 300-400 personnes se sont réunies place Palestine, toujours dans la capitale iranienne, en scandant elles aussi des slogans hostiles au régime saoudien, aux États-Unis et à Israël. D'autres rassemblements ont été signalés dans d'autres villes du pays. L'ayatollah Ali Khamenei a déclaré que les dirigeants saoudiens devaient s'attendre à une vengeance divine après l'exécution de ce cheikh emblématique. Au Congo, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 20 mars. Un délai trop court selon l'opposition, mais aussi raisonnable et tenable d'après le pouvoir. Les 3 mois qui séparent les électeurs congolais de la présidentielle anticipée de ce premier trimestre 2016 sont au cœur d'une polémique entre les 2 camps. Ces derniers restent divisés depuis le dialogue de juillet dernier qui a ouvert la voie au référendum qui a donné naissance à une nouvelle constitution. Logiquement, la campagne débutera le 4 mars pour se clôturer 2 semaines plus tard. En tout, les acteurs impliqués dans l'organisation du scrutin disposent de moins de 90 jours pour tenir les délais. Les États-Unis sont profondément déçus par la décision de Paul Kagame qui a annoncé jeudi son intention de briguer un 3e mandat. Le département d'État vient de rendre public un communiqué dans lequel Washington exprime sa désapprobation après cette décision, après avoir remporté le référendum constitutionnel du 19 décembre dernier, où le oui l'a emporté à 98,3% de voix.
Paul Kagame va donc pouvoir briguer un nouveau mandat en 2017 et peut-être même se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Le communiqué du département d'État rappelle la position américaine. Washington estime que les alternances politiques sont essentielles pour consolider les démocraties et exprime sa préoccupation. La réaction des États-Unis est claire. Washington n'approuve pas la décision du président rwandais de briguer un troisième mandat. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Avis de recherche contre le condamné à mort, Cheikh Ould Salek, qui est en fuite. La plage des pêcheurs, l'autre poumon de Nouakchott. Et puis, dans notre rubrique rétrospective, pourquoi la délocalisation des festivités de l'indépendance à Nouadhibou? Merci de rester fidèle à Sahel TV, la chaîne de tous. Passez des bons moments en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.